Alors maintenant, je vais vous parler du premier auteur. Alors c'est Dominique Fagé, une auteure qui est de la région bordelaise. Et cette auteure, je l'ai rencontrée en salon, c'est grâce à elle que si je suis là aujourd'hui. Grâce à elle, si j'ai continué à lire du thriller historique qui était avec toute la littérature fantasy, bon, vous en faites pas, c'est dommage. Mais donc je me suis replongée et surtout du régional. Donc Dominique Fagé, donc pour laquelle je suis lecteur d'État et pour laquelle j'ai fait j'ai travaillé là récemment sur des couvertures. J'espère qu'elle trouvera un éditeur et qu'il acceptera ma couverture, puis le teaser après, évidemment. Donc je l'ai découvert avec Celui qui ne meurt jamais. Donc c'est plusieurs époques différentes et bon, j'ai beaucoup accroché. Et quand elle a sorti La Crypte du Diable, elle m'avait demandé une couverture, son éditeur n'a pas accepté, donc ils ont pris un truc qu'ils ont acheté, que tout le monde peut retrouver sur n'importe quel bouquin. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave, parce que moi j'avais fait sur mon blog, on verra l'image que j'ai fait. Donc, je vais vous parler donc principalement de La Crypte du Diable, parce qu'elle m'a vraiment bluffé avec ce bouquin. J'avais pourtant... Non, j'avais pas lu le manuscrit, c'est pas celui-là. Et bon, je vais vous montrer en priorité, avant de vous en parler, le petit teaser qu'elle m'avait demandé. Comme ça, vous aurez un peu l'ambiance. Voilà, La Crypte du Diable. Donc là, ce petit teaser vous a donné un petit peu l'ambiance. Donc ça se passe sur deux époques différentes, 1628, arrivée de la peste à Bordeaux. Alors je ne vais pas vous raconter le livre, pas du tout, si vous avez envie vous le lirez. C'est juste que j'ai trouvé que c'était un petit peu l'histoire de Roméo et Juliette sur fond de peste. Donc sachant qu'en plus qu'en 1628, il y avait la chasse aux sorcières, toutes les femmes qui faisaient un truc de travers, et bien de suite elle était sorcière, on l'a brûlée. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance de l'histoire d'amour qu'il va y avoir en 1628 sur ce fond de peste. La période actuelle qu'elle a choisie, c'est à peu près les années 90. Et là, vous avez donc, comme vous avez vu sur la vidéo, des meurtres, des cadavres qui sont retrouvés, mutilés, mais alors vraiment atrocement, sur les bords de la Garonne à Bordeaux. Alors, dans son sous-titre, vous avez les mystères de Burdigalas, parce que Burdigalas, c'était Bordeaux en romain. Alors, il va y avoir, donc, dans la vidéo, vous voyez qu'il y a un tableau qui est mystérieux, et c'est ce tableau qui va faire le lien, je dirais, au final, pour le dénouement. Dénouement auquel je ne me suis pas du tout attendue. Je m'étais fait ma propre histoire, mon propre déroulement, et puis elle fait partie de ces auteurs qui sont bluffants, parce qu'à la fin, c'est pas du tout ce qu'on avait pensé. Voilà. Est-ce que quelqu'un l'a lu? Dominique Fagé? Non? Bon. Donc là, maintenant, je vais passer au suivant. Le suivant, c'est Cicéron angle droit. Je sais pas, ça vous dit quelque chose, Cicéron angle droit? Et bien pourtant, Cicéron angle droit, c'est un gros marrant. Il a beau faire du polar, et on sait tous que le milieu du polar, vous êtes des rigolos par moment, Vincent. Hein? Dans le polar, très rigolo, il dit Vincent. Donc du coup,
Alors c'est tous les livres, alors ça c'est tous les livres qu'il a sortis, et il a eu de la chance parce qu'il était auto-édité quand je l'ai rencontré, et là maintenant il s'est trouvé un éditeur, et donc il est tout content, et puis, moi aussi parce que du coup il en a déjà 3 d'avance, donc je vais récupérer le dernier. Alors le tout premier, donc c'est Sois Tuleux, suivi de Fallait pas écraser la vieille, parce que la vieille du premier, on retrouve dans le dernier. Dans le deuxième, après Né sous X, après je crois que c'est Riche, Joue mort toujours, Qui perd gagne, et il m'en reste 2 à lire, un que j'ai dans mon stock, là, Écoule la scène, et Tout est bon pour le boulon. Alors, quand vous voyez les titres, ben, vous vous dites, ben, il a l'air d'être rigolo celui-là. Et puis ben, en effet, il est très 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 rigolo parce que Cicéron le droit, d'ailleurs, c'est un pseudonyme. Il a pris le nom de son détective privé. Parce que lui s'appelle Claude Pic, que je trouve déjà un peu rigolo quand même, comme prénom, enfin comme nom. Et donc, Cicéron angle droit, il écrit un petit peu des romans un petit peu comme San Antonio ou Nestor Burma. Donc ils ne se prennent pas du tout au sérieux. D'ailleurs, les enquêtes, elles ne sont pas du tout classiques, les enquêtes. Ce sont des enquêtes, au début on se demande d'ailleurs s'il va y avoir enquête. Il parle de la vie de Cicéron, de ses amis, on fait connaissance. Donc, alors, je vais surtout vous parler donc, du premier, Sois Tuleux, et parce que c'est son tout premier. Et là, il explique pourquoi son détective s'appelle Cicéron le droit. Donc, je ne vous ai pas dit, j'ai pensé dire la phrase, mais je préfère que vous le lisiez vous-même. C'est très rigolo. Et moi, c'est une lecture que j'aime bien parce que en lisant plusieurs polars comme ça au bout de 5, 6, surtout s'il y a des psychologiques, eh ben, ça fait une très très bonne récréation. J'en ai d'ailleurs un deuxième que je fais en récréation, mais je vous en parlerai après. Et lui, bien c'est un gars qui est à connaître parce que même en tant qu'auteur, eh bien il est, comment dirais-je, enfin, il est très abordable. On rigole bien avec lui. Et puis, moi je dirais qu'avec Sois Tuleux, dans les vieilles, elles ont encore beaucoup de bons moments dans les polars, parce que il a su pallier une histoire quand même qui est dans son... Il y a 2 enquêtes d'ailleurs dans celui-ci. Il y a une petite vieille, donc il va lui arriver toute une histoire à cette petite vieille qui va ressurgir, tout en étant dans la première enquête qu'il a à faire. Et oui. Il ne savait pas qu'il enquêterait, donc Cicéron le droit, sauf que il se trouve avec une histoire qui ressurgit et qui est quand même dramatique, hein, puisque ça concerne les faiseuses d'anges, des trucs comme ça. Là, c'était perpétué par un homme. Mais bon, voilà, il y a tout ça. Il y a quand même du sérieux dans ce qu'il écrit, même s'il ne se prend pas, lui, au sérieux. Voilà. Ensuite, je vais vous parler, alors, Guillaume Audru. Alors, oui, Cicéron, il était de la région parisienne. Guillaume Audru, alors lui, Guillaume Audru, il est de Neuville de Poitou, hein, donc il est un petit peu plus au-dessus. Je l'avais rencontré, lui, à Polar, à Fouras, à Tribu Polar. Et je lui avais pris à ce moment-là son livre qui s'appelle L'île des hommes déchus. Donc ça m'avait beaucoup plu parce qu'on remonte dans l'histoire, les secrets de famille. Alors c'était plus qu'un secret de famille, là c'était un secret de village. Et alors là c'est, je dirais même un peu plus atroce parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont en jeu. Et le livre, donc Les ombres innocentes, ça il l'a sorti cette année celui-ci. Et je voulais vous parler de celui-ci parce que il fait référence à une période historique qui n'est pas si éloignée, 60-70, qui était, je vais prendre la lumière pour vous dire un petit peu mieux, donc c'était plus connu donc, sous le nom des enfants de la Creuse. Alors c'est une affaire qui concernait les enfants réunionnais, placés de force dans les familles sur le continent. Alors, on les enlevait de chez eux, en disant à la famille, on va vous les placer, ils vont être nourris, logés, ils vont être éduqués, tout ça. Et en fin de compte, ils étaient dans un milieu rural la plupart du temps, et ils servaient d'esclaves pour les champs, les bêtes, tout ça. Donc je suis allée moi sur internet pour me renseigner un petit peu. Bon, ça devient un petit peu politique quand on voit un petit peu, on essaye d'approfondir.
Donc moi je ne fais pas de politique, donc si vous voulez aller voir, vous vous renseignerez. Donc là ce qu'il faut se dire, c'est que dans ce livre, il y a 3 faits qui se passent dans l'histoire, à 3 endroits différents, sauf que ben, au final, tout eh bien, se regroupe. Hein, voilà. Donc, par exemple, Massif Central 2013, Elena, infirmière en psychiatrie, s'occupe de Lucie, sous la critique de sa hiérarchie, parce que ben, Lucie, elle est très tendre, très aimante, et donc ils n'acceptent pas du tout ses méthodes, qui sont trop douces et trop humaines à leur goût. En même temps, un vieil homme est trouvé à Gare et tabassé sur le bord d'une route de Corrèze qui ne porte pas plainte, ce monsieur. Et donc, l'article relatant les faits dans le journal interpelle Élie, flic à la retraite. Ensuite, en même temps, au massif de l'Aubrac, une vieille femme est retrouvée éventrée et suspendue à un crochet de boucher dans sa grange. Alors vous verrez, bon, il y a un petit peu tout comme cadavre dans cette histoire. Et donc au fil des chapitres, ce qu'il y a, c'est que le suspense grandit parce qu'on passe d'une histoire à une autre et l'intrigue amène les enquêtes à converger vers un dénouement commun, surprenant et déstabilisant, j'ai trouvé. Hein, parce que bon, je me suis rendu compte donc au fil de la lecture que ça parlait de ces pauvres malheureux. Et là, tout s'est imbriqué, et là j'ai tout pensé que ben, c'était quelque chose quand même qui était, c'était un polar, mais c'était vraiment basé sur une histoire réelle qui était horrible. Hein. Donc il a une écriture ferme, mais empreinte quand même de sensibilité, et pour une histoire au parfum de terroir, dans un climat glauque, propice au secret de famille et un scandale social et politique. Donc pour moi c'est un auteur que j'ai envie de continuer à suivre, hein, comme les 2 premiers d'ailleurs. Donc vous avez vu, bon, Dominique Faget, c'est thriller historique, c'était mon truc, j'aime bien passer d'une époque à l'autre. Cicéron, j'aime bien rire, donc il est très bien. Moi j'ai adoré Bonne Récréation. Guillaume Audru, que ce soit dans son premier ou que ce soit dans celui-ci, c'est vraiment des histoires qui peuvent toucher n'importe quel village et qui nous touchent de près puisque c'était notre pays, ce problème-là, qui malheureusement n'est pas appris dans les livres d'histoire et que tout le monde se cache bien. Alors ensuite, je voulais vous parler de Patricia Rappeneau. Patricia Rappeneau, je l'ai découvert, bon, alors je ne la connais pas, je n'ai pas eu la chance de la rencontrer, mais c'est une personne très très gentille. Et on a de temps en temps des contacts ensemble très sympathiques. Et Patricia Rappeneau, j'avais lu un jour de ses polars, qui était Coup de lune. Coup de lune, et ben, c'était polar classique, des enquêtes. Ce que j'avais aimé chez elle, c'est que la police, la gendarmerie, les détectives, ils s'entendent tous et ils travaillent en équipe, chose très très rare dans les romans, dans les polars. Donc j'ai trouvé cette spécificité très intéressante. Donc voilà, pour moi, c'était un petit coup de cœur là-dessus. Donc par contre, ce que je voulais vous parler, c'était surtout celui qu'elle a sorti cette année, Tout ce qu'il mérite. Parce que Tout ce qu'il mérite, je pense que c'est un livre qui va plaire à toutes les femmes. Parce que dans ce livre, eh bien, on connaît l'auteur des crimes de suite, un peu comme dans Colombo. Et elle amène l'histoire un peu comme dans Colombo. Et moi, j'adore Colombo. Voilà. Et donc, du coup, moi, je vous ai fait un petit speech parce que j'aimerais quand même vous le présenter un petit peu. Alors, elle habite dans la région Côte d'Or. Plusieurs livres à son actif quand même. Elle a plusieurs polars, donc avec toujours ces mêmes enquêteurs, ces mêmes policiers, tout ça. Elle fait des livres pour l'enfance et la jeunesse et les activités créatives. Donc c'est une personne qui a beaucoup de choses à son actif. Et c'est pour ça qu'elle m'a bluffé avec ce roman, parce que c'est un roman, c'est pas que je la croyais pas capable de faire ça. J'avais aimé ce qu'elle avait fait dans celui-là, dans le premier que j'ai lu, mais c'est que là, elle a pour moi changé totalement. C'était plus les mêmes personnages et c'était très très profond en fin de compte ce qu'elle a écrit. Alors voilà, je vous ai fait un petit résumé. Toutes les bottes du curé ne sont pas forcément vieilles et grenouilles de bénitier. Fin 1908, ces murs, donc c'est dans le sud, hein, dans le sud-est, est ébranlé par une série de crimes commis par Rose Calleux, la superbe bonne du curé, Paul Troignon. Cet homme d'église s'avère pas très catholique d'ailleurs. Voilà. Donc là, hein, voilà.
Victime d'abus, et oui, parce qu'elle est super belle, parce que des curés, des bonnes comme ça, ils aimeraient bien avoir tous une, je pense. Ça égayerait un petit peu leur visuel, je dirais, journalier. Donc, victime d'abus, elle décide de nettoyer la ville des prédateurs sexuels. Hein, nous, les femmes, on aimerait bien être une héroïne pareille. Nous sommes au début des nouvelles méthodes d'investigation, fichiers anthropométriques, dans la recherche criminelle utilisée par les brigades du Tigre. Alors c'est ça aussi qui m'a aimé, parce que c'est une époque où je pense que tous les gendarmes, la police qui sont là, c'était une grande époque, puisqu'on a commencé à voir les empreintes digitales. Alors je ne sais pas si on a vu déjà à ce moment-là, bon, l'ADN, je crois, non, c'est assez récent l'ADN, mais voilà, donc il y a eu une grosse évolution à ce moment-là. Et puis les brigades du Tigre, enfin moi ça fait partie de ma jeunesse, c'est un truc que j'adore. Alors dans ce roman, l'auteur trace les portraits de deux femmes à très très forte personnalité. Donc la première qui est Rose, qui attire tous les regards masculins et qui nourrit par sa haine au fil des meurtres, gagne en raffinement et en confiance. Alors je vous passe les détails, mais bon, c'est comme tout là. J'ai débuté tout à l'heure ça, j'étais un petit peu stressée, maintenant je me sens mieux. Mais elle, c'est pareil, dans ses crimes, bon, elle fait un peu petit, puis après, on fait ça franchement mieux, quoi. Donc, et ensuite, vous avez notre héroïne, c'est André Colino, écrit André et qui doit cacher sa féminité afin d'exercer son métier de gendarme dans lequel elle excelle. Et oui, mesdames, super, on en a deux maintenant. Mais à l'époque, être une femme, on ne rentrait pas dans ces métiers-là, qui étaient des métiers d'homme, il fallait se préparer, il fallait faire plein de trucs. Et puis, bon, ils avaient leur propre pensée sur les femmes, qui, bon, heureusement que ça a changé. Donc, André Colino, elle se cache, sauf que la situation n'est pas toujours facile pour elle, surtout lorsque le cafetier Léon Dubreuil décide de l'aider dans son enquête, parce que, voilà, il est un petit peu amoureux d'elle, évidemment. Mais il croit d'ailleurs être attiré par un homme, alors il s'inquiète, le pauvre gars, il s'inquiète vraiment. Alors, de par sa plume fluide, mais bien maîtrisée, l'auteur nous entraîne dans une intrigue bien ficelée, où le suspense gagne en intensité au fil des chapitres. Surtout quand le cafetier commence à l'aider, ils sont planqués, puis à un moment donné, bon, voilà, il y a plus d'histoire. Aucun détail n'est épargné pour la compréhension de l'histoire. Les chapitres concernant André étant à la première personne, le récit s'en trouve plus vivant. Évidemment, on s'y croirait presque, même d'ailleurs par moment, parce que, je sais pas, quand on a envie de faire les choses différemment, moi je me suis un petit peu mis dans la peau du personnage, moi j'aimais bien. La bonne du curé pas trop, mais l'autre, oui, j'aimais bien. Alors tout s'enchaîne à merveille, à chaque indice trouvé. Et oui, parce que, évidemment, on nous explique comment elle fait ses meurtres, voilà, chacun son tour, et puis comment elle fait. Mais évidemment, il y a des indices, qu'elle sème des indices, puis jusqu'à ce qu'il va falloir peut-être la retrouver. Alors l'histoire est très tenante, nous entraîne inéluctablement vers un dénouement insoupçonnable. Et non, oui, voilà, parce que insoupçonnable, parce que bon, on savait que c'était elle qui avait tué au début. Donc on sait comment elle tue, puisque tout est expliqué, on sait pourquoi elle tue, et moi j'ai adhéré à ce fait-là, parce que la pauvre, elle a quand même été maltraitée. Mais à la fin, je ne pensais pas du tout que ça serait une fin comme ça. Moi j'ai adoré parce qu'on s'y attend pas du tout. Bon, la pauvre, je dirais, mais on s'y attend pas du tout. Voilà. Bon, ensuite, après Patricia Rappeneau, que j'espère rencontrer un jour en dédicace, parce que j'ai plein de choses à lui dire, je vais vous présenter Simone Geller, qui devait être ici aujourd'hui, et puis elle est allée faire une dédicace impromptue à Paris la semaine dernière, et puis ils lui ont refilé la grippe. Donc du coup, la pauvre, elle n'est pas là, elle est dans son lit, elle m'a dit de vous souhaiter une bonne journée à tous de sa part. Et puis voilà, bonjour, de la part de Simone. Et donc je vais vous parler de l'affaire Jeanne de Boye. C'est son troisième, elle en a écrit deux autres, il y en a un que j'ai aimé dans ma palle, dans la forme de lecture. Et voici l'affaire Jeanne de Boye, que j'ai adoré, et j'ai eu la chance de pouvoir lui faire son petit teaser. Donc je vais vous le passer pour vous donner un petit peu d'ambiance de ce roman.
de France, soufflez sur nous le vent de l'insoumission. J'aurais voulu que mon père le tue et qu'il soit un héros. Qui n'a pas faim aujourd'hui en Espagne, disait ma mère. Il neige encore une fois sur Madrid et sur nos vies. C'est un roman qu'elle a écrit avec une grande sensibilité sur une affaire qu'on ne connaît pas non plus. C'est un petit peu comme Guillaume Audru. C'est un roman qui décrit un petit peu la vie au moment du franquisme en Espagne et avec ce qu'ont subi malheureusement une fois de plus les femmes. Hein. On n'a pas eu de bol, décidément, dans l'histoire. Et elle a des parties historiques, donc tout ce qui se passe au niveau du franquisme, donc l'Espagne. Et également, alors elle a ciblé la partie actuelle dans les années 60. Donc c'était un choix. Elle décrit superbement bien cette année, d'ailleurs, l'année 60, enfin les années 60. Un Bordeaux qui, moi je ne connaissais pas parce que je suis née en 63, donc j'étais toute petite. Mais mon père l'a lu et m'a dit, mais Bordeaux, il connaissait Bordeaux, il y avait vécu, il m'a dit, mais c'est tout à fait, je reconnais les rues, je reconnais l'ambiance. Alors c'est vrai que comme Dominique Faget, elle aussi, quand elle écrit sur une partie historique, eh bien, elle se renseigne énormément. Elle ne veut surtout pas mettre de bêtises et puis en même temps, toutes les deux, ça les aide à vraiment pouvoir rentrer dans l'histoire et pouvoir donner la sensation qu'elles veulent donner à leur récit. Donc là, je vais... je sais pas, quelqu'un l'a lu, ce livre non, parce qu'en plus, là, bon, du coup, je passe à cette image-là, et donc j'étais très contente parce que je me suis trouvée au Salon du Polar de Toulouse, au début octobre, et donc ils étaient plusieurs nominés, je ne me rappelle malheureusement pas des autres. Elle était nominée, et c'est elle qui a eu le prix de l'embouchure. Et moi j'étais très contente parce que j'étais pas loin d'elle, je lui ai sauté dessus, on s'est fait plein de bisous, tout le monde était content et je trouvais qu'elle le méritait parce que c'est une femme qui est très sensible, qui est relativement timide, c'est ce que j'ai vu, ça se voit un petit peu quand elle est comme ça dans les dédicaces, dans les salons, mais même elle est très pudique, elle est très... et tout ça, ça se ressent dans son roman. Donc un petit aperçu du roman. Donc dès le début de ce roman, j'ai senti que l'histoire allait me mener vers un dénouement que je n'imaginais pas. Et oui, ce que j'imaginais pas, c'était donc me retrouver avec ces pauvres femmes en Espagne qui ont volé leur bébé parce qu'elles étaient soit filles-mères, soit parce qu'elles étaient dans le bord politique qui n'était pas dans ce qu'il fallait à ce moment-là. Une histoire écrite tout dans le suspense et avec sa part de poésie et la transmission de la douleur des personnages. Tout commence le 9 octobre 1960 avec la disparition de la petite Jeanne sur une plage du bassin d'Arcachon. Donc la description de la disparition, c'est quelque chose qui est très bref, mais tout ce qui s'ensuit, la maman qui n'a plus sa petite fille, c'est très touchant la façon dont elle l'a fait, et ce qui va donc partir en enquête. Donc l'auteur a choisi d'entremêler les chapitres de la lettre d'Abril, rescapée du régime franquiste, à ceux de l'enquête sur la disparition de la petite fille. Donc on saura dans l'écrit que la disparition de la petite fille et les chapitres qu'Abril écrit vont se rejoindre et on va beaucoup mieux comprendre l'histoire après. Donc ça se rejoint à peu près au milieu du livre, donc ce qui est très bien parce qu'on n'attend pas trop longtemps et en même temps on a le dénouement qui est... on a le temps de l'apprécier, le dénouement. De ce fait, la lecture est dynamique et le suspense nous tient jusqu'au dénouement. Enlèvement, crime politique, passionnel, crapuleux,
Au départ, on ne sait pas. Et le flic qui va mener l'enquête, eh bien, il connaît pas, enfin, il ne sait pas trop parce qu'il est jeune. Donc c'est le commissaire Arnaud Lasserre qui va devoir résoudre donc, cette enquête de disparition. Tout est épluché au peigne fin, mais l'enquête elle piétine, donc, parce qu'il est jeune, parce qu'il n'a pas de, il ne connaît pas l'histoire. Donc ça va l'amener sur de nombreuses fausses pistes, mais heureusement il va être aidé par le flic Hippolyte qui est à la retraite et qui vient à sa rescousse. Et donc à ce moment-là tout va prendre forme parce que Hippolyte, eh bien il a rapidement fait le rapprochement lui entre les faits espagnols, l'immigration des Espagnols et ça, parce que ça parle également de l'immigration des Espagnols. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, ce qu'il y a de marrant, c'est que au niveau de l'enquête est menée, mais quand Hippolyte intervient, l'enquête, elle repart sur un autre côté. Et là, tout va s'enchaîner très rapidement. Et donc, il ne l'a plus du tout là. On peut penser qu'il y a un petit temps mort au début, ça piétine, mais sauf que la partie historique est très forte à ce moment-là. Et ensuite, l'enquête va prendre le dessus très rapidement. La partie historique va se fondre un petit peu et tout va se regrouper. Donc ça, c'est comme moi j'ai aimé. Donc moi, ça m'a fait découvrir les atrocités, le devenir des enfants des républicains emprisonnés, exécutés aux filles mères, perpétrées pendant l'époque trouble du franquisme. Donc, comme je disais, c'est un roman qui est bien documenté, bien construit et une grande sensibilité. Voilà, qu'on retrouve quand on connaît un petit peu l'auteur. Voilà. Quand on voit l'auteur, on sait à peu près ce qu'on peut lire avec elle. Je vais vous maintenant vous parler de Serge Tachon que vous retrouverez, il est là-bas au fond, il est là, assis, en train de m'écouter. Donc Serge Tachon, que j'ai découvert eh bien, à Mont-de-Marsan. 3 romans à son actif. Donc les 2 premiers qui sont dans la lignée des auteurs, de ses auteurs favoris, je dirais Jean Dickerson et Agatha Christie, entre autres. C'est ce que tu m'avais dit, hein, Serge. Le Point aveugle et Meurtre en toutes lettres. Donc tu étais auto-édité, il me semble, à ce moment-là. Voilà, auto-édité. Et moi, donc, je n'avais lu que Le Point aveugle. Non, Meurtre en toutes lettres. Meurtre en toutes lettres. Et j'avais aimé parce que moi, je suis fan d'Agatha Christie, hein, j'aime bien. Et du coup, c'est vrai que... Alors, il n'a pas copié, hein, il ne faut surtout pas se tromper avec ce que je dis. C'est inspiré, mais inspiré à la mode Serge Tachon. Donc, c'est à découvrir. Mais cette année, Serge a trouvé les éditions Kern qui donc lui ont accepté d'éditer Le sang de la forêt. Et je trouve que c'était une très bonne idée qu'il accepte ça, parce que dans ce roman, il m'a démontré que tout en gardant son style, que j'avais mis dans Meurtre en toutes lettres, ben, il pouvait donner une ambiance de bonhomie, comme dans Pagnol. Donc on a du huis clos dans le style Agatha Christie, mais on a du Pagnol dans le polar. Eh ben, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai trouvé du Pagnol dans le polar de Serge Tachon. Alors, je vais vous mettre un petit peu l'ambiance. 1950, Gisèle, tout juste veuve, et sa belle-fille Hélène arrivent à Igos-Saint-Saturnin, petit village landais, pensant trouver un refuge chez la cousine de feu son époux. Ouais, elle est devenue, bon, cette année-là, elle est devenue veuve, et elle part avec sa fille, sauf que ben, voilà, la famille n'en veut pas. Donc rien ne se passe comme elle pensait, quoi. Donc rejetée, elle trouve un abri et un emploi chez Henri Maisonnave, un agriculteur du coin. Leur arrivée coïncide avec une série de meurtres qui remuent le village perdu au creux de la forêt. Alors Igos-Saint-Saturnin, c'est un village un petit peu perdu. En 1950, c'était pire. Et puis c'était encore l'époque où eh ben, il y avait des préjugés, mais qui devenaient ces préjugés un petit peu... il ne fallait pas avoir un physique un petit peu de travers qui ne plaisait pas, parce que de suite on était une sorcière, de suite on était... il fallait se méfier. Hein. Donc, du coup, les palabres vont bon train à la découverte de tous ces meurtres qui s'enchaînent, parce que tu les enchaînes énormément, hein, ces meurtres-là, ça n'arrête pas. C'est très dynamique, hein, il n'y a pas de temps mort du tout. Il y a des morts, mais il n'y a pas de temps mort.
Et donc ils se retrouvent tous au troquet du coin pour alimenter, voilà, donc il y a Henri qui voit d'un mauvais œil la particularité physique d'Hélène, la fille, la jeune fille, et son comportement avec les animaux, voilà, c'est un petit truc un petit peu bizarre. Alors tout ce petit monde se réunit donc au troquet, et c'est pour ça, la façon dont ça a été abordé au troquet m'a fait penser à ce qu'on peut retrouver chez Pagnol. C'est-à-dire, vous avez le curé, vous avez le maire, vous avez... Alors le maire, pas trop, parce que lui, il se met quand même en recul. C'était de la famille, d'ailleurs, la pauvre fille qui a atterri là-bas, dans les Landes. Vous avez l'instituteur, vous avez les mecs du coin qui sont toujours avec leur verre à la main, qui savent tout. Sauf que ils savent tout, c'est assez... Vraiment, moi j'ai trouvé très sympathique. Alors au fil de la lecture, l'intrigue se met en place et le suspense prend de l'ampleur au fil des meurtres. À chaque fois on en rajoute, pour arriver à un dénouement final très surprenant. Parce que si vous voulez, il y a deux époques. Également dans ce livre, vous avez 1950 donc, qui se passe à Igouas-Saint-Saturnin, et vous avez également dans les années 90, c'est ça, vous avez un narrateur qui a l'air d'être dans une maison de retraite et qui a des amis et puis il parle de tout, de rien, de sa vie et tout. Et de temps en temps, il parle du passé. Et puis quand on fait la lecture, dans le dénouement final, non seulement par rapport à qui peut bien perpétrer ces meurtres, alors là on tombe des nues, mais on tombe des nues également avec cette partie qui était sur les années 90, où on arrive à savoir qui est donc la personne, le narrateur, et on comprend l'histoire. Et enfin, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le dénouement. J'aime bien ce qui sort de l'ordinaire, et là ça sort de l'ordinaire. Voilà. Alors si ça vous intéresse, hein, Serge, il sera derrière et pourra vous le dédicacer après. S'il en reste, s'il t'en reste, je sais pas, il t'en reste des livres. Il te reste des livres. Bon, d'accord. Donc maintenant, je vais passer à Max Bartine. Max Bartine, qui est ici également. Mais avant qu'il me rejoigne, parce que là, voilà, il papote. Ah non, c'est le client. Je vais vous passer... Celle-là, elle est un peu plus courte que les autres parce que ça m'avait été demandé pour un site qui fait ça bénévolement. Et donc, du coup, il fallait faire court, parce que moi non plus, je n'étais pas payée, c'était bénévole. Et voilà, donc, de toute façon, vous avez l'essentiel de ce qu'il y a dans... Hein, c'est ça? Viens me rejoindre. Bonjour messieurs, dames, je suis donc Max Bartine, je remercie Nathalie de m'avoir retenu parmi les auteurs, et je suis auteur donc avec d'autres camarades qui sont ici présents aux éditions Kern, une édition de très bonne qualité. Donc je suis auteur de ce dernier polar, j'ai écrit 3 polars pour l'instant, un 4e va sortir, et pour tout vous dire, nul n'est parfait, excusez-moi, hein, je suis gendarme à la retraite. Ah, bon, merci. J'ai au moins deux supporters. Bon, un certain temps, je ne vous le dirai pas parce que... Donc, le monsieur là-bas au chapeau, c'est le monsieur qui réalise toutes les couvertures de chez Kern. Des couvertures super sympas comme vous pouvez le constater. Il est là-bas, il est tout rouge. N'ayez pas honte, monsieur Diabella. Donc voilà, toutes les couvertures sont réalisées par ce monsieur qui est là-bas. Et donc, vous pouvez l'applaudir. Donc nous sommes une quinzaine ou une vingtaine d'auteurs dans la série Du Nord au Sud. Série qui va du meurtre crapuleux, tout noir, etc., au truc beaucoup plus léger. Et pour ce qui est de léger, j'en fais partie. Donc mes polars, après 30 ans de gendarmerie, je n'ai pas voulu décrire ce qui était noir.
je n'ai voulu parler de ce qui était très léger, voire un peu rigolo. J'ai deux enquêteurs qui reviennent dans tous mes polars. Le premier s'appelle Marcel, un peu costaud, machin, il est du côté du Lauragais, près de la retraite, et il n'est pas très finot, mais il est très gentil. Hein. Et l'autre, c'est un Basque qui s'appelle Teyagori, qui a une trentaine d'années, qui lui a un peu plus de citron que l'autre. Et donc mes enquêtes sont, ce qu'il faut retenir dans mes enquêtes, ah ouais, mais Nathalie me dit, Morgane c'est un beau gosse. Oui d'accord, mais bon, ça fait pas tout ça. Hein. Donc, ce qu'il faut retenir dans mes enquêtes, c'est qu'elles sont réalistes. Ce sont des enquêtes de gendarmes, telles qu'elles sont menées depuis la petite brigade de gendarmerie jusqu'à son terme. Les gendarmes ont les mêmes prérogatives, et ça beaucoup de personnes ne le savent pas, que le commissaire de police de Pau, ou celui de Bayonne, ou celui de Lille. Ils ont les mêmes prérogatives et peuvent mener les mêmes enquêtes depuis le début jusqu'à la fin. Et mes enquêtes, elles sont principalement landaises. Puisque je suis landais, je suis né dans les Landes et j'y habite, et si tout va bien, je vais y mourir. Donc, mes enquêtes de gendarmes sont réalistes. Quand vous avez lu un de mes livres, vous savez exactement comment travaillent les gendarmes de brigade. Et je viens de faire de participer au salon de la gendarmerie, du polar de la gendarmerie, avec mon camarade Sébastien qui est là-bas, qui discute là-bas, voilà, qui lève le bras. Nous étions tous les deux à Melun, puisque c'était aussi lui aussi est un ancien gendarme, et nous avons présenté nos polars à l'école des officiers de gendarmerie de Melun. Et nous avons rencontré l'inspecteur général, auquel pour ma part, j'ai expliqué que les brigadiers, c'était la cheville de la gendarmerie. Et sans brigadier, il n'y a pas de gendarmerie. Il y a beau y avoir des chefs, des sous-chefs, des officiers, mais s'il n'y a pas la base, il n'y a personne. Voilà, donc toutes mes enquêtes se déroulent dans les Landes, sont très simples, et mettent en lumière les brigadiers de gendarmerie. Et c'est très réaliste, parce que vous regardez la télé, vous voyez l'officier de gendarmerie, le mec il est en civil, c'est pas vrai parce qu'on travaille en tenue, les gendarmes, vous pouvez le voir, hein, mais le mec il est capitaine ou lieutenant de gendarmerie, il est en civil, le mec il a les cheveux jusque là, son adjoint, c'est une super nana, hein, comme vous, hein, Nathalie, mais non, ça n'existe pas, ouais. Pendant 30 ans j'ai été patron de plein de trucs, et j'ai jamais eu d'adjoint. J'ai pas de bol, hein, ou alors ça n'existe pas. J'ai eu que des mecs de 100 kilos comme adjoint. Ça n'existait pas parce que à l'école des officiers de la gendarmerie, où j'étais il y a 15 jours, je peux vous dire que les femmes officiers qui vont arriver, non seulement elles en ont dans la tronche, mais en plus elles sont très jolies. Et ça j'ai été impressionné. Hein. Elles sont très jolies et en plus, je vous dis, très intelligentes et très sympas. Donc ça va venir, mais moi j'ai peur, à cette époque-là, ça n'existait pas. Mais dans les films aujourd'hui, c'est ça. Mais non, la réalité, parce que ce que je décris, c'est les gendarmes il y a 7, 8, 10 ans. Et à cette époque-là, ça n'existait pas. Voilà. Donc, mes livres sont plutôt rigolos, un peu San Antonio, mais dans le rural. Voilà, vous savez tout, ou presque. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Les gendarmes, si je ne dis pas la vérité, les gendarmes là, pourront me reprendre. Avez-vous des questions sur les gendarmeries? Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est pourquoi j'écris ces polars. Pourquoi? Ça fait 10 ans que j'ai arrêté, comme le disait Gilbert là-bas. Hein. Il y a 10 ans que j'ai arrêté, et tous les polars que j'ai pu lire, c'est sanglant, c'est pas réaliste, c'est le coupable, c'est la sœur du cousin du... Non, ça non. Moi, c'est vraiment l'enquête telle qu'elle se déroule dans la vraie vie. Donc j'ai voulu retranscrire ces enquêtes réalistes. Pas, vous arrivez à la fin, vous voyez le coupable, ah ouais, mais parce qu'il avait une fille avec une deuxième femme, et ça se passait à New York, et on a retrouvé la tête non, mais attendez, non. Moi, pardon? Eh non, moi je veux que ce soit réel, quoi, hein. Que le gendarme de votre petite brigade, là, du petit village qui est à côté d'Auch, oui, monsieur le maire, si on prenait un petit Armagnac, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la vraie vie, c'est exactement ça. Et les gendarmes, ah oui, mais on a vu des manouches il y a 2 jours, parce qu'il va vous le dire le mec, mais après 1 heure de discussion, avant il ne dit rien. Mais vous apprenez qu'il y a des manouches qui sont passées, et que justement, il y a eu 3 cambrioleurs. Ouais, c'est comme ça la vraie vie. C'est pas le meurtre, voilà. Hein. Bon, vous avez des questions ou pas? Bon, j'arrête parce que après bonne journée et bon salon. Merci Martin. Eh bien écoutez, tout ce qu'il vous a dit, c'est ce que j'ai aimé en fin de compte dans ces romans. C'est parce que c'était vraiment, j'avais vraiment l'impression de faire partie de l'équipe de Marcel et Morgane.
Moi, c'est dommage parce que Morgane, il est fictif, je ne le rencontrerai jamais. Ouais, c'est dommage parce que quand vous verrez, mesdames, vous verrez, il a la moto, il est beau, enfin voilà, tout ça. Et en plus. Vous croyez que je lui ressemblais, alors c'est pas vrai? Ben, à un moment donné, je me suis dit, mais c'était pas toi dans ta jeunesse? Il m'a dit non. Je dis, ah bon. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, je peux vous le dire maintenant, c'était la première fois que je faisais ça. Donc, je croyais qu'il allait y avoir personne. Que tout le monde allait se barrer. Et puis, en fait, comme vous êtes tous restés, vous êtes même tous assis. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez, si vous vous rappelez, alors, ça s'appelle Image de roman, vous tapez sur moteur de recherche. Si vous ne vous rappelez plus, j'ai des petites cartes que je pourrais vous donner, vous irez voir ce que j'ai fait. Si vous voulez vous abonner, et puis ou pas, comme vous voulez, c'est pas grave, je ne touche rien, hein, je n'ai pas monétisé, donc c'est pour les auteurs que je fais ça. Voilà, merci beaucoup, puis bonne fin de journée. Au revoir.